Alors nous sommes sur le point de reprendre pour notre second panel de la journée, titré « Être féministe à son corps défendant », qui sera modéré par Clara Esgowa, ici présente, aux côtés de Patricia Brignone et de Sarah Wilson qui s'apprête à parler. Clara Esgowa est chercheuse postdoctorale à l'Université du Luxembourg, où elle travaille en Romance Studies, Art and Media. Elle a obtenu un doctorat à l'université de Varsovie, titré « Les identités urbaines des romanciers parisiens de l'après-guerre jusqu'à l'extrême contemporain ». Et elle est l'autrice également d'une recherche sur la réception française de Chapotchnikov, menée au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. Voilà, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Merci Valentin. Il est allumé, oui. J'ai le plaisir et l'honneur d'introduire deux conférencières aujourd'hui. Donc Sarah Wilson, qui est professeure au Courtauld Institute et qui est également commissaire d'exposition écrivaine, qui s'intéresse à l'art après la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement au contexte de la guerre froide en Europe et sur les territoires de l'URSS. On lui doit de nombreux ouvrages. Et assez récemment est parue l'édition française de son livre intitulé « Figuration 68, le monde visuel de la French Fury ». Pour ce qui en est de notre deuxième conférencière dans ce panel, ici présente aussi Patricia Brignone, qui est docteur en histoire de l'art, critique et commissaire d'exposition également, qui est professeur à l'École nationale supérieure d'art à Dijon. Et ses travaux, qui se placent aussi à l'intersection de plusieurs disciplines, traitent plus particulièrement des pratiques scéniques. On lui doit notamment les ouvrages Ménagerie de verre, nouvelle pratique du corps scénique paru en 2006 et du dire au fer paru en 2012. Merci Clara. Alors, un très grand bonjour à tous mes amis et de nouveaux amis à INHA. Et c'est un très grand joie d'être parmi vous encore une fois. Merci à Valentin qui était le premier à me proposer de participer dans cette conférence. Et en effet, je ne savais pas comment se constituer le public ici. Et donc, par respect de plusieurs intervenants qui ne sont pas français, je vais parler en anglais. So, my title, which I now find under this rubric of this session, Être féministe, son corps défendant, is not just about être féministe. It's called Part Objects or the Story of the Psyche. How shall we reconcile approaches to Louise Bourgeois and Alina Shapoknikov? Also, I'm so very sorry I was unable to be here yesterday, and so not only do some images repeat from ones this morning, but also I missed all yesterday's proceedings, so I can't really rejig my paper in that light. However, my first posing of these big questions goes back, and it's very funny in terms of my long-term memory, to a conference, a double conference that were not conceived of as double conferences, consecutive conferences at the Courtauld Institute of Art, which I now realize was as long ago as 1998. Day one, I imagine under the lurid glow of Louise Bourgeois' destruction of the father, possibly the first time I saw it. And so one of the things I'm going to interrogate today is this idea of the art historian's strong reading. In this case, the feminist psychoanalytic approach to an artist's oeuvre versus historical inquiry and historical imagination. One exercises this imagination together with empirical research and oral histories. I think interviews are crucial, not only to reconstruct context, including politics, sociology, and art historical discourses around style, influences, and techniques, but as empathic projections into an artist's psyche. And in Shapoknikov's career, the genesis, of course, if not the written outcome, of Holocaust and trauma studies based interpretations.
I believe that Griselda Pollock was actually the star speaker in both these conferences, which made the contrast even more striking. Because the second day, and of course I went to both, and I wanted to hear Griselda in both, was entirely different. It was, at that time, one couldn't do the bourgeois Shepoknikov comparison. The next day was about Charlotta Salomon, and papers were based entirely on her biography. Now, in the previous conference, everything to do with Louise Bourgeois' life, her family Oedipal triangle, the story of the governess Sadie, her hatred of her father, everything was excluded in favour of part objects. And on the next day, although Charlotta Salomon could not anticipate her fate, alas, everything was about family relationships. I must find my little text here. The roles of family members and a back-projected aura of tragedy, even though, of course, as well as being a brilliant and massively creative child, she was a sad child with a sad family history. She never knew that she would, as it were, perish in the Holocaust. For that conference, I gave a little paper about Villefranche-sur-Mer, and she's sitting here looking into the sea, into an unknown future, with the title of her great oeuvre, Leben oder Theater, Life or Theatre, written on her back. So it was this contrast, and the way that people could switch methodologies from one day to the next, that I found particularly encapsulated really in those 2 days. Of course, I'm very sorry that Suzanne Paget can't be here, as I always want to pay a special homage to the brilliance of her curating at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris from 1968 all through into the 70s, where she mixed exhibitions of extraordinary women artists who only, as it were, today and in the last 5 or 10 years are getting their due, with conceptual male artists and French artists of the narrative figuration tendencies, NB not pop tendencies. That happened before in the 60s. Of course, her daring catalogue with Pierre Rastiny's preface, which was alas posthumous, was presented in 1973, which you can argue was already a highly post-Lacanian moment, but part objects and trauma readings were nonetheless decades away. Griselda Pollock, as you know, brings them together in her beautiful text Too Early, Too Late, where she quotes nonetheless the critic Pierre Restany, who wrote here his key concepts of genocide of the flesh and the carnal memory of the body, just as she collides, if you like, Charlotte Delbau's Holocaust memories with Didier Anzieux on the skin. This catalogue photo portrait also reproduces a very, and preserves for now, a very vibrant image of Alina, in my opinion, Jo aging well. So I'm so sorry I missed Jo's paper yesterday as well. But I'm going to extend the consideration, which I'm sure all Shepoknikov scholars know very well, of the part object, to this object, Shepoknikov's monument to Polish-Soviet friendship in 1954, and the question around its putative installation in the new Museum of Modern Art in Warsaw, designed by Thomas Pfeiffer, which is deemed in its kind of minimalist architecture appropriate to Poland's new post-totalitarian identity, and which is being promoted as Poland's new cultural center of gravity. I must visit it. I haven't been to see it in the last couple of years. Is it open yet? Oh, it's still not open. That's why I haven't been to visit it. But some of my students are curators there, like Natalia Silekovich. So it's on the way, on the way. For I wish to present as a final focus not the accepted breast or limb as a part object discourse, but this lesser known monument, which of course throws all that into question as a development, a challenge or a reversal.
Agata Jabukovska, who, as you know, edited not only the conference proceedings of 2009, but also the correspondence between Shapoknikov and her husband, Ryszard Stanislavski, and who also put on the 2009 group show where she was presented in Poland with Bourgeois, Eva Hesse, Pauline Boty, and Polish contemporaries. She offered me the material, and she organized a Zoom last summer between me, her, and Michel Moravsky at London School of Eastern European Studies, my new colleague and Russian expert, incidentally, about this question. But as as I will divulge, and as you can imagine, questions around this work, which were going to be installed under the name Friendship, have radically changed. Now, what is this discourse of the part object together with the concept of reparation? For those who would just like me to reiterate it, as Nixon explained in 1995, rather than Freud's unconscious, the London-based Melanie Klein emphasized fantasy as the structuring principle of psychic experience. Her model of subjectivity was placed around the infant and fragmented bodily experience. I quote, "The Kleinian subject relates to its environment as a field of objects to be fused or split, possessed or destroyed by means of fantasy or introjection, projection and splitting that are produced by bodily drives." And of course, this paper is also a homage to Mignon, who is again, unfortunately, not with us. We must consider her Klein together with Donald, or D.J. Winnicott, as he was known, who published his paper on transitional objects in 1951, translated into French in 1958. His memorial phrase, "the good enough mother," which in French is "mère suffisamment bonne," in 1953, and in 1960, his paper on holding, handling, and object presenting, all of which were explained in French in a special number of the revue Arc in 1977. So he was very much, in terms of his concepts, part of the psychoanalytic scene just after Alina's death. The word reparation, making good, if you like, the desire imaginatively to put back limbs on the Venus de Milo, here a big question mark, of course, also recalls the fate of ancient sculptures as war booty, buried and forgotten before exhumed, and the use of the word reparation in political negotiations to which we will return. Perhaps having said exhumed, thinking of the mud-covered Venus de Milo, is a moment to turn to Shpoknikov's own very famous exhumed of 1955. Now, of course, this poses a question. I saw it first in the lineage, as one would, of Henry Moore, who exhibited in post-war Warsaw and initially, incidentally, chaired the Auschwitz Monument competition, which got going in 1958. That is, beyond a faint recollection of the classic dying Gaul pose common to both Moore and here, I saw its mutilations as an accepted part of the post-war biomorphic Henry Moore vocabulary, roughed up a little bit, of course, and interestingly made by a female artist. Then I learned that it's notionally a tribute to the murdered Hungarian László Rajik. But I thought at one stage, this is some years ago in a Cold War lecture, I would look up the issue of Exhumed, and of course, it's actually, sorry, I'm pressing the wrong button, a very disturbing reference as well to the exhumation of Jewish victims from mass graves in post-war Poland, and has this tremendous historical contemporaneity that contradicts my formal readings. So now we come to another, actually I'm rather fond of this juxtaposition between Giacometti's hand and Shapoknikov's hand. Is a part object always a part object? I have never encountered a psychoanalytic reading of Giacometti's hand, rather an existentialist one, consonant with the contemporary and, of course, politically inflected writing of Jean-Paul Sartre and of Albert Camus, whom, as we know, Alina Shapoknikov read.
while the consonant pathos of Szepokniko's hand is particularly poignant in its relationship, in fact, to Grunewald's Christ in its gestures of the finger and the mark of the stigmata, which comes straight from Grunewald, evoking, of course, as I did as well in my lecture, comparing Szepoknikow with Germaine Richier in Strasbourg in 2009, the long French tradition of the Jewish Christ. So it's not just that her Jewishness was not a matter for discussion or reflection for a lot of her life as an emigre and so forth, but in fact that the fact that Christ was Jewish is being specifically used in this and in the Palatine Chapel as another suppressed but extremely visible and obvious comment in this place. And of course, that idea of Christ being Jewish is specifically pertinent if we map it back onto the behavior and the deportation of Jews during the French occupation, remembering that Alina first came to Paris in 1946. Of course, just to flip back to Bourgeois, biography has its role in the very constitution, not just of archives, the family album, but an artist's DNA and psyche. Reverting to Bourgeois, she offers the most perfect case study, as so many people in this room know, for mapping not only an initial Oedipal triangle focusing on, as Freud did not, of course, on the daughter, but her relationship, as I said before, with the father, the governess Sadie, who's there, who was her father's mistress. And of course, I was going to show, Fiette, just to say that in my opinion, the triumphalism of her smile, which I personally think, this isn't a smile in sculpture, but that I personally feel that as women and or as feminists of whatever generation, we identify with that smile. And it is rather triumphalist, that it overrides any heavy part object discussion, including the way that Fiette, which I agree is it's like an inversion of Bluebeard, it seems to me, when it's suspended. The way that it's treated as a little rubber dolly, I think, is as well something which feeds back very well into our last discussion. I won't go on there, because I want to focus primarily. And I wanted, of course, as well, to, as I said, to actually show the cover of Mignon's important book of 1998, and the very strange sexualized bourgeois in terms of her self-presentation, I find, in those early photos. But I think we all know that story. I showed this beautiful self-portrait by Alina Szepoknikow in Paris, Capital of the Arts, the exhibition I curated in 2001 at the Royal Academy, which travelled to the Guggenheim in Bilbao, and the catalogue came out in 4 separate language editions with Kasia Marasca-Mutasius's essay called Paris Behind the Iron Curtain, which is my, apparently, most famous essay on academia, which is very disturbing. It's very good for Kasia. And that priority and the reproductions in that essay should be known, because it precedes Flesh at War with Enigma and the Western European recuperation of an artist already, as you know, so well respected in Poland, so strange and so powerful. I wanted to put good pieces by important female artists in each room. So then we go back to the kind of flip, if you like, from the pop era of the bellies. Of course, I was remembering the idea of belly cushions, as they were called at the time, cushions with a button in the middle that were actually called, in English at any rate, belly cushions. And the flip from something funny and humorous in that wonderful slide, its pop art plastic environment that was shown this morning, to the terrible tumors shown, which must have been a shock and very misunderstood, I think, when they first appeared in 1973. And I also wanted to say, though, that as an art historian, I do not exclude, as people have done from 1985 onwards with women artists of the Surrealist movement, reference to people's influential and powerful husbands, which are part of the dynamic of their presentation themselves. The way that Ryszard Stanislavski was a great humanist, a great curator, a supporter of Szepoknikow, even though he was unable to cope physically with looking after her work after her death.
and Chislevich, who for me is such an important figure in 1970s Paris. I want to talk about the 1970s and not the 1960s in Paris, with this kind of look, with these incredible paperbacks of all the great thinkers that were being made politically available to everybody in pocket-sized versions, with these incredibly attractive covers. So you were flipping from Descartes to Marx to Kafka, and inevitably part of not only Alina's daily life and her love. I was going to say, if we take again that phrase, what is it, the carnal memory of the body, the carnal memory of Shropoknikov's body involves humor, love, and affectionate relationships with men, and affectionate relationships with her child, as well as those tragic images. So I just wanted to put those in there to say that this is part of her, and part of her 70s, and in fact, not part of the 60s. Sorry. Am I going backwards? I'm sorry, I'm really post-Eurostar. I'm sorry, I was at this other conference yesterday. I'm very tired. Do excuse me. So I wanted to say as well that there must be cognizance of the exhibitions and the artists around her in the 1970s who were also doing very daring and exciting things. For example, Jacqueline Doriac, whose exhibition at Arc followed hers in 1975, that has not been really recuperated in any major way, although Agatha reproduced the image on the right called Carol's Cunt, 1974, in the book she edited of our conference papers, and to point out in terms of smiles that, in fact, this is exactly contemporary with Hélène Cixous's Laugh of the Medusa. So I think it's very interesting to go back to Daniel's absolutely brilliant paper, the idea of the flip from the useless mouth to the laugh of the Medusa, which comes up as, again, of course, in the fusion between the lips and the vagina in Carol's Cunt. So, of course, there's the relationship with César and so forth. I'm not going to enumerate. But one thing I thought, and you showed the installation photograph I've never seen of the 1975 exhibition. And I didn't know, of course, that Louise Bourgeois not only visited but went to Alina. All this is very new and powerful for me, so thank you. But for me, the idea of her love of the Rodin Museum, her understanding of the way Rodin constituted the body in sculpted fragments, and the violence of the juxtaposition of an Oldenburg sculpture in the Rodin Museum, which demonstrates a daring curation of things at the time. They needn't have put this exhibition in the Rodin Museum. It's this juxtaposition what I think is so powerful and so relevant to Alina when we look at breasts. And people very often give papers presenting this image constantly without that double reference, which I think is part of what she is not only ingesting, if you like, as a sculptor, but parodying and putting also in your face. There's a kind of in your face aspect to this I like very much too. But, and here we get to my anti-surrealist moment. If you study the later 1970s, you know that this is not in France a moment of pop, which is too recent to be interesting. It is the moment of the great turn to symbolism, the revival in England as well as France, of Aubrey Beardsley, of Oscar Wilde, the great scholar Philippe Jullien. I'm going ahead of and there's, of course, going right back into those little ceramic pots with flowers coming out of their head that we saw this morning, the tradition of Polish symbolism. Now, I'm sorry, Amanda can tell us who this is by, I just don't have time to find it. It's one of the most beautiful images. Thank you so much, of the great Polish symbolist with all these nude women in naked, ecstatic jouissance poses, which of course feed into this moment in Paris. This was the Masters of Symbolism from French collections held in the Petit Palais at that time. That's also Belgian, Jean Delville, this one here, with these decapitated heads, with snakes around the feet. Here's Philippe Jullien's Oscar Wilde, this big moment of ecstatic bodies, this thing that actually affected the way women dress, their velvet dresses, the men with long hair, this huge phase. And of course, it feeds into these works with the deliberate reminiscence of Tiffany lampshades,
which of course also involve women's bodies and lightened bodies, that's César down the bottom, a very interesting comparison. So I think this reversal as well of the female kind of post-Louis Fuller body and this cult at the time, which as people who were there remember very well, extended into the most hideous types of Art Deco wallpaper, into a kind of fusion with psychedelia and so forth. That moment of the 70s, which is to do with symbolism and not late surrealism, is very, very important for Shapoknikov. And though I showed it in a lecture somewhere else, I want to show it. But then, of course, this idea comes of what was really close to Shapoknikov, the business, the whole history of her infertility, part of her exploration of her body when she was in Poland, her infertility, the adoption of her son Piotr, and then not just body molding as a practice, but the loving or not sufficiently loving of Piotr's body to make the polyester Christ, which exists also, of course, in plaster versions. And it's interesting that he has this. In fact, Pavel Leskovitz in his essay says this male body is tout jouissance. He has got this ecstatic pose. It's not Christ on the cross being triumphant or looking down in agony. That pose has been transposed to him. So this idea of a secret, less fashionable Shapoknikov working with his body as perhaps an ultimate act of love, which Piotr remembers so intensely, I think is very, very important. So as some of you know, I was happy enough when I was trying to discover, well, I discovered Shapoknikov through a second-hand 1973 catalogue, and I pursued Piotr to actually borrow pieces for Paris Capital of the Arts, really wizened up pieces with brown glass brown grass in them that hadn't been restored. And that's how I discovered her work and became more friendly. And it was at this moment that I went and visited the Palatine Chapel with him. And here you see the herbarium face actually installed in France in this Catholic chapel. Maybe some of you haven't seen this slide before, with its very, very constructivist type of front, with the commissioned windows by a very famous Polish artist resident in Paris, and with this object of adoration in notionally a Christian context, where the face of Christ, where there's a kind of fusion between Veronica's veil imprints and the idea that discontent, as it's been proposed by somebody, discontent with the kind of, not only the bathos, but the deathnessness of body casting, deathishness of body casting. She smashed the face in wax to make a different work of art. And it was when we came here that I discovered that whole history to do with the friendship between her and the priest whose name Joseph, with whom she actually discussed her most traumatic moments in the space of reclusion, a kind of space outside Paris. So that was very important too. But I want, and it also relates to this not Catholic practice, but the Catholic tradition and ideas in Catholicism of redemption, forgiveness, and so forth. I want to go back to this to end with. Of course, I'm showing you not only her Stalin in the museum in the south of Poland, where all these works were banished and are now being worked on and recuperated, but Alina, with this great sculpture she completed proudly in 1954, to have a central place in the installation of the House of Culture. So she's interested she's practicing enlargement and so forth. This is at the top of the stairs installed in the Great House of Culture, which, as we know, was Stalin's gift to Poland, having flattened most of Warsaw. And the tale of it afterwards was actually revealed to me, of course, by, I can see that some of my copies and pastes in the taxi haven't worked here. I wonder if they've worked here. Was revealed to me by Agata. Just to say that, for example, this work was
deemed an embarrassment when New Poland was covered in Coca-Cola adverts. It wasn't physically removed from the building until 1992. When it was removed, the guys had to break off the arms and break off the flag to get it out of the building. These were not aesthetes or art historians, they were people getting a job done. And the bloke who was in charge of the team, Joseph R., put the work in the bottom of his garden. Now there it stayed for an extremely long time, and long after that there began the rehabilitation in Poland, not only of Szapoknikow herself, but this production which I've witnessed of a brilliant, in fact 2 generations of brilliant young art historians, who of course now, with the opening of this museum, are thinking, what are we going to do about this early work? Just to say that the work was bought at auction for a very huge sum, which in zlotys, it's in 2004, I think, which in zlotys was the equivalent of $750,000. I mean, a very, very large sum of money given to the museum who didn't know what to do with it. And then came this ideological discussion, I'm going very quickly here, of what the museum should do. Now, last summer, we were saying, oh, of course, this is a historical object. Of course, if you're only going to call it friendship, and in 2016, these anti-communist laws were passed saying you cannot call anything with its former communist name. So it was going to be exhibited as friendship. We said, well, of course, Agata, if you exhibit it as friendship, it's got to have a little documentary showcase with its history, with the photos of its position, with its previous name, and so forth. But of course, if I go on to this, whoops, I keep doing that, don't I? If I go on to this image, this is the object in the garden. Oh, it is here, actually. It's a law of the 1st of April 2016 prohibiting the propagation of communism or other totalitarian regimes through names, buildings, objects, public services of devices, and so forth. If I go back to this fantastically powerful image, I think, of a potential nighttime illumination of this mutilated work, unrepaired, mutilated work in the palace there, we can see it as something that is multiple, once a symbol of pride, a symbol of belief in communist ideology. We can see it as a physical nuisance considered by remover workers as a job to be done. We can see it as a derided and hated object whose physical mutilation expressed the irrelevance and contempt with which its embodied ideology was treated. We can see it as a rehabilitated object forming part of a new scholarly appraisal, could one say a reparation of the whole Alina. But of course now we have to see it as a repoliticized object, abhorrent in the context of Putin's new war, which offers a new and unexpected existential threat to Poland's borders and national identity. So let me, in conclusion, go back to the fact that yesterday, in conclusion, in a completely different context to do with the digital and the material, Hans-Ulrich Obrist said, we've got to now go, we are now children of a dual reality. And he was proposing the et or the ou. He said it was much nicer in French, both and in English. Szapoknikow offers, I would say, and we go on to here, Szapoknikow offers us both the good erotic breast and the bad tumid breast. She is loving mother, good enough mother, and simultaneously bad, not even mother, to her adopted son Piotr. He told me about the trauma of his very late discovery. I think it was either his 18th or his 21st birthday at a half term, he was told that he was adopted, and he disappeared for several weeks with the trauma of that for him. We can read her work formally, psychoanalytically, via trauma studies and Holocaust literature, and indeed historically and art historically, together with histories of style. The Rodin-Oldenburg conjunction, for me, is the most striking, for example. While these approaches assume our analyses
and our objective distance in dialogue with sympathetic introjection into her art as it was once made and received, it is a case entirely different from the vagaries of reception of the Friendship Monument. Surely the strong guest reading, as opposed to the strong reading, is the most complex reading of any object, as it emerges into our field of vision and or as representation in the world, in archives or in our mind. It becomes sighted at a moment of the conjunction of the synchronic axes of space in a globalized art world and the diachronic axes of time with which we are forced to grasp with both historical objectivity and with our imaginations. Ultimately, as I always say, let the work do the work. The work of art, a bearer of history, eloquent yet dumb, like those lamps, smiling but silent. Surviving time is always more complex than our most complex and, of course, gendered responses. It contains what Jacques Derrida called the autobiographical secret. Both our respect for the object and our acknowledgement of the limitations of the historical exercise, or indeed the psychoanalytic exercise, are at stake. In both instances, our benefit of hindsight is the sole instance of putative superiority as regards the object of our attention. I don't know how the translators are going to translate this such important term for me, that we always operating with this benefit of knowing what came next, the benefit of everything that's gone before, our benefit of hindsight. The object of our attention then is far outweighed at every moment by the plenitude of the oeuvre. Let us celebrate that plenitude in the marvelous gifts to posterity, to art history of Louise Bourgeois and Alina Shapoknikov. Thank you. Rebonjour et avant toute chose, un grand merci aux organisateurs pour cette invitation. Merci également à Clio Lavaux pour son accompagnement, pour l'organisation, pour également tous mes remerciements à la Galerie Lovenbruck ainsi qu'à l'Easton Foundation. Voilà. Cette communication, je l'ai intitulée « Louise Bourgeois, Alina Shapoknikov, des stratégies pour rendre le réel habitable », avec également les rituels petites excuses quant aux répétitions d'images et d'iconos que vous auriez peut-être vues, mais qui, je l'espère, seront mis en perspective autrement et qui se prêteront à des échanges et à des rebondissements. Si bien des points communs résident entre l'œuvre d'Alina Shapoknikov et celle de Louise Bourgeois, à commencer par l'affirmation de leur statut d'artiste femme au moyen de la sculpture, ou l'observation de convergences d'ordre stylistique avec des œuvres pour certaines à caractère sexué, faisant l'éloge du fragment, c'est bien sûr un tropisme fort pour la mise en jeu du corps qui retient l'attention. Une autre des convergences que l'on relèvera réside dans leur façon d'assigner à leur art une forme d'exorcisme assortie d'une volonté de transcender le poids du biographique et sa charge psychologique. On observe qu'au-delà de ce fondement, la puissance de leur œuvre découle d'une capacité de dépassement hors du commun, affranchie de tout pathos, synonyme de repli ou de dépression, pour souscrire à l'inverse à une renaissance allouée par l'acte artistique. Pour avoir côtoyé la mort, l'atrocité des camps dans le catalogue d'Alina Shapoknikov, la souffrance physique, la détestation et la solitude dans son rapport au père, dans celui de Louise Bourgeois, ces artistes n'ont d'autre recours que d'œuvrer à une forme de surpassement, de quête de reconstruction du passé. Cette distance salvatrice où va puiser la création pourrait s'énoncer ainsi : donner vie à l'art qui en retour donne force de vie. L'art vous permet de garder la tête hors de l'eau, vous empêche de tomber dans des extrémités, de dérailler, affirme Louise Bourgeois en 1993 dans un entretien avec Bernard Marcadet. Art is a guarantee of sanity, que l'on pourrait traduire par l'art
comme garantie de santé psychique, proclamée sur le fronton de Precious Liquids, présenté à la Documenta de 1992, on ne peut pas mieux dire. Un autre exemple ici, voilà, avec aussi cette affirmation « Art is the guarantee of sanity. That is the most important thing I have said », une publication de Louise Bourgeois. Dans le cas d'Alina Shaposhnikov, bien qu'il paraissait évident aux yeux de quelques proches que de nombreux spectres étaient blottis dans sa chair, pour reprendre la très juste et sensible formulation d'Annette Messager, on ne peut que souligner combien cette volonté de dépassement du trauma était forte et prégnante, aussi tenace que le spectre de la mort qui l'a accompagnée toute sa vie et qu'elle s'était vertuée à domestiquer coûte que coûte. L'image se passe de commentaires quant au titre. Outre les témoignages rapportés par son fils, alors à qui je tiens ici à rendre un hommage appuyé, bien sûr c'est à lui d'ailleurs que je dois aussi cette approche sensible et historique de cette œuvre que j'ai découverte il y a à peu près 30 ans et qui m'a valu d'ailleurs le privilège aussi de découvrir à travers les nouvelles perspectives mises en scène par l'exposition de Anda Rothenberg dont on a parlé, voilà, c'était en 1998 à Varsovie. Donc, je reprends. Outre les témoignages rapportés par son fils concernant son choix de taire en certaines circonstances, peut-être on y reviendra, toute évocation d'un passé douloureux, se souvenir qu'elle assistait sa mère médecin dans les camps, ou allusion à sa première maladie, une tuberculose héritée de ses sombres années, ou encore son problème d'infertilité, tout cela était banni. Alina Shaposhnikov ayant fait le choix de la vie plus forte que les souvenirs mortifères. À l'inverse, nombreux sont les témoignages qui dressent d'elle le portrait d'une femme débordante de vie, au sourire séduisant, habitée par l'amour de la vie, comme l'a écrit Pierre Restany, dotée d'un humour dont elle ne s'est jamais départie. Et cela jusque sur son lit de mort, alors qu'elle venait de subir une deuxième opération, accompagnée d'une ablation du sein, comme le rapporte une lettre adressée à Annette Messager en 1972, dont les dessins et les commentaires s'attachent à conjurer le tragique. Elle décédera en effet quelques mois plus tard. Cette croyance en la pratique salvatrice de l'art, essentielle à son existence et à sa survie, est clairement formulée dans un texte quasi testamentaire, rédigé peu de temps avant de disparaître, dans un catalogue qu'on a évoqué, que Sarah, voilà, qui est le fruit d'une exposition qui a été organisée par Roman Sislevitch après son décès, et bien sûr au Musée d'art moderne de la ville de Paris, dirigé par Suzanne Paget. Dans ce texte, donc quasi testamentaire selon moi, donc, elle aborde cette nécessité vitale de produire des objets, ça a été évoqué hier, des objets qu'elle qualifie volontairement de maladroits. En regard de la technique moderne, elle évoque, je la cite, cette manie absurde et convulsive prouvant l'existence d'une glande inconnue et secrète nécessaire à notre vie. Les deux ultimes séries qu'elle produira, les tumeurs et la série des herbiers, recourant à la technique du moulage, ça a été effectivement maintes fois abordé à plusieurs reprises, dont celui intégral du corps de son fils Piotr, alors âgé de 19 ans, outre d'être complémentaire, exprime avec les herbiers la pérennité de la vie au-delà de la mort. Cette conviction intime, Piotr Stanislavski la rapporte dans un entretien avec Sarah Wilson. L'herbier, dit-il, exprime la continuité de la vie à travers son fils. C'est ridicule de dire ça, mais c'est ça. C'est elle qui crée un personnage par l'herbier et qui l'immortalise complètement. L'herbier est plus simplement la transmission de sa propre image à travers son enfant. Et c'est peut-être là que j'apporterai une nuance ou un regard légèrement autre par rapport à celui fourni brillamment par Émilie Bouvard hier. Pour moi, je serais tentée aussi de voir l'herbier, bien sûr, comme une collecte de feuilles mortes
c'est-à-dire aussi quelque chose aussi qui dit le périssable, quelque chose aussi qui dit bien sûr un souhait de conservation, feuilles mortes et aussi peut-être lambeaux de peau, lambeaux de corps. Il est tentant d'introduire ici, ne serait-ce que brièvement, la notion d'intercorporalité formulée par Merleau-Ponty, qui désigne la peau comme l'espace de rapport entre les corps. De même, il serait intéressant de prolonger cette notion d'interface en pointant la similitude de certaines œuvres, de certaines de ces œuvres de la série des Herbiers avec ces objets votifs médians que sont les ex-voto, pareils à des amulettes de fragments de corps tenant du rituel. Louise Bourgeois ne cessera quant à elle de l'énoncer et de le consigner aussi bien dans ses carnets que lors de ses nombreux entretiens. L'art est expérience, réexpérience d'un trauma, éradiquer le passé pour passer vraiment par l'exorcisme. Nombre de ses propos évoquent le caractère, je la cite, extrêmement douloureux du passé, le fait qu'elle y soit ligotée et que dans son cas, il n'est pas résolu. Ici, vous aurez reconnu effectivement l'allusion à la maison familiale de Choisy qui a été aussi évoquée hier. Cette tentative de résolution, elle va la puiser dans la capacité à sublimer. On empoigne l'événement et on le manipule activement pour survivre. On transforme la passivité en activité, l'identification freudienne avec l'agresseur. Et de préciser, dans un autre entretien, je dirais que tout, de jour en jour, dépend de la capacité à sublimer, de la qualité de la sublimation. Cela s'opère en tout premier lieu par le truchement de l'art. Exorcer les peurs à travers le dessin et l'écriture, même si le véritable exorcisme ne s'opère que dans la sculpture, le dessin représentant pour elle une pratique apaisante et curative, comme l'indique Marie-Laure Bernadac en introduction à l'indispensable ouvrage pour la compréhension de la psychologie de l'artiste, écrit et entretien 1923-2000, Destruction, reconstruction du père. Chez Alina Shaposhnikov, toute forme d'expression semble dès l'origine exorcisme, note d'emblée Anne Tronche, et de poursuivre. C'est pourquoi le dessin, par son caractère fréquemment impulsif et spontané, est un moyen pour elle d'accéder aux images originelles, aux lieux enfouis de la mémoire, à un espace dont la visée s'élabore au fur et à mesure de l'inscription. Figurer et défigurer, célébrer et morceler, ce sont ces doubles mouvements qui animent son écriture. Ce déterminisme biographique, focalisant une certaine lecture exclusive de son œuvre, freinant pendant longtemps la reconnaissance méritée, Alina Shaposhnikov n'a eu de cesse toutefois de la dépasser, non de l'éliminer, mais de l'empoigner et de la manipuler et de le manipuler activement pour survivre, dirait Louise Bourgeois, comme le prouve toujours sur la fin de sa vie le recours à certaines photos d'archives intégrées en inclusion dans la série des tumeurs et de la série Souvenirs de 1971, par ailleurs analysée par Griselda Pollock dans son texte « Too Early and Too Late, Melting Solids and Traumatic Encryption in the Sculptural Dissolution of Alina Shaposhnikov ». Texte cité par ailleurs par Marianne Hirsch, dont l'approche puise, quant à elle, dans ce qu'elle appelle la post-mémoire, qu'éclaire son propre texte, ce qui touche à la mémoire, tiré de l'ouvrage collectif Hanté par la mémoire. Pour revenir à ces photosculptures, enserrées, le lapsus est assez éloquent, enserrées dans la résine, elles ont ceci de frontal qu'elles combinent différents registres d'images, celles associées au bonheur, avec la photo tronquée de la jeune Alina, enfant, sur les épaules de son père, prise lors de vacances, venant se télescoper à celle d'un cadavre de femme provenant des camps, bouche ouverte, témoin de son agonie. Alors, je ne vais pas trop développer, mais ce père, bien sûr, disparu dans les camps, dont ici, l'abéance, on va dire, est remplacée par cette photo de femme, une allusion des plus explicites. Même choc des images et de leur terrible affrontement avec ces deux visages féminins accolés qui composent, là c'est une autre version de Souvenir, dans la résine. Donc même choc des images et de leur terrible affrontement avec ces deux visages féminins, qu'on a déjà vus d'ailleurs, qui composent Grande Tumeur, 1969,
l'un affichant les stigmates de cette bouche ouverte, figée dans un cri de mort et de souffrance, l'autre, à l'inverse, empreint de bien-être, les yeux clos, la bouche entr'ouverte de sérénité et de plaisir. On ne reviendra pas non plus sur le motif de la bouche, récurrent chez Alina Shaposhnikov, tantôt bouche amoureuse, bouche sensuelle, bouche lampe disant le désir, mais bouche également disant la mort dans leur dernier souffle. Ici, une autre mise en situation de cette pièce Souvenir, avec, vous voyez, un titre qui me paraît assez intéressant, mais peut-être on y reviendra. Souvenir de la table de noces d'une femme heureuse. Face à ces insoutenables oppositions, n'y aurait-il pas finalement une autre lecture induite par l'artiste, celle d'une continuité, ainsi que le suggérait Piotr Stanislavski, aussi intolérable et difficile soit-elle dans son acceptation, une façon d'inscrire la mort dans la vie pour en dépasser le tragique. Cette invocation d'une dualité vie-mort dans sa dimension cathartique a son écho chez bien des artistes. À ce titre, il y aurait une forme de sororité intéressante, je crois que ça a été d'ailleurs abordé, à esquisser une filiation qui irait de Louise Bourgeois à Alina Shaposhnikov à Eva S., qu'on a vu avec brio tout à l'heure, élargie à des figures telles qu'Anna Alprin. Danseuse et chorégraphe, installée en Californie, pionnière de l'improvisation, cette dernière doit son renom à la notion de tâche, task, dont elle est à l'origine et qui imprimera tout le courant de la Jensen Dance au début des années 60, foyer de la danse postmoderne avec l'emploi du geste quotidien, décrété, devenu geste dansé. En 1972, alors atteinte d'un cancer, elle imagine un procédé mêlant danse et dessin appelé Psychokinetic Visualization et va privilégier des modes créatifs afin, dit-elle, de se réinventer soi-même physiquement, moralement, émotionnellement. Faisons de sa vie, je la cite toujours, un processus créatif permanent. En 1975, alors que survient une rechute, elle fait le choix de s'isoler afin de mettre en place un rituel mêlant dessin, parole et expression des émotions les plus violentes, colère, terreur, etc., inspiré des recherches et des outils thérapeutiques élaborés par le psychiatre et psychothérapeute Fritz Perls, fondateur de la Gestalt thérapie. Les deux existent, mais là c'est la Gestalt thérapie. De cela témoigne la performance filmée, dont on va voir un court extrait, donc filmé en vidéo face à son autoportrait dessiné, dont elle tient à dire qu'il est traité en face sombre, elle l'a repris à 2 reprises, Dancing My Cancer, qui date de 1975, apparenté à un rituel d'exorcisme d'une force extrême, bousculant les sensibilités, et que l'on pourrait, à mon sens, qualifié de mise en pratique performative du mot d'ordre de Louise Bourgeois, empoigner l'événement et le manipuler activement pour survivre.
on voit cette sorte de métalangage qu'elle crée, qui mêle à la fois le geste, une langue réinventée, des vociférations, ça passe par des chuchotements, à des cris, bien sûr, et à une empoignade. Voilà, d'où la comparaison. Guérie, voilà quand même une issue heureuse. Guérie, Anna Alprin intégrera la danse à son processus de rémission et ouvrira sa pratique aux malades du cancer, mais aussi du sida. Peut-être, et là, on peut penser aussi à Louise Bourgeois et à son accompagnement, enfin son écoute. Je la cite, « Se confronter à ces peurs est définitivement cathartique et nous sommes là face à tant d'émotions terrifiantes. » D'autres pièces suivront, comme Intensive Care, qu'elle présente comme une réponse à sa propre maladie, qui seront source d'une impulsion déterminante pour des artistes chorégraphes de première importance en France. Et d'ailleurs, je veux citer à ce titre Alain Buffard, décédé en 2013, auteur d'un solo performatif d'une extrême radicalité, que certains peut-être d'entre vous connaissent, Good Boy, donc créé en 1998, allusif à un corps malade atteint du VIH, qui a fait date à cette époque-là. Non, je vais glisser d'autres images, mais je n'irai pas plus loin là. Il n'hésitera pas, quant à lui, à suivre son enseignement en Californie, lui consacrant un film en 2005, My Lunch with Anna, prouvant le rayonnement et la postérité de celle qui avait à cœur d'être, je la cite, une artiste qui cherche à développer des issues sociales et imaginatives, et de poursuivre. Pour moi, l'art, c'est cela, ramener au sein d'un processus créatif les choses qui nous sont imposées, disait Anna Alprin, dont il faut quand même préciser qu'elle est disparue l'année dernière à l'âge de 100 ans. Faisons même les 101 ans, à 2 mois près. En écho donc à cette approche artistique et humaniste de la vulnérabilité, je souhaiterais donc conclure sur cette réflexion de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, à l'origine de la création d'une chaire de philosophie à l'hôpital, convaincue que quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien, précisant qu'imagination et soin nous permettent de constituer un rapport au monde, de rendre le réel habitable. De rendre habitable le réel. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces 2 interventions très très riches. Et avant d'ouvrir le débat et aussi de vous inviter à participer avec des questions, j'aimerais peut-être dégager 2 traits qui me paraissent aussi récurrents dans vos textes, dans votre réflexion. Il y aura d'un côté la question de la réparation avec des acceptions très diverses qui parfois s'entrechoquent, et aussi d'autre part du dépassement par l'incorporation. Est-ce que vous pourriez... du dépassement par l'incorporation. Est-ce que vous pourriez éventuellement ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure? Est-ce que ça marche? Oui. Je suis un peu perturbée à la fois par la poignance de ce film qui était absolument épatante et la musique. Donc c'était par musique, le soundtrack, c'est elle qui a fait tout. Oui. Mais je pensais finalement, parce que je m'interroge en tant que nos processus de procédure, qu'en effet, quand vous avez dit dépassement par l'incorporation, c'est ce que nous faisons nous-mêmes en incorporant toutes les interprétations, tous les textes, en sachant bien qu'il faut les dépasser, parce que si on ne les dépasse pas, on n'a pas fait un bon texte. Je pense qu'il y a un rapport extrêmement perturbant dans ce que vous avez dit entre comment être un modèle historien de l'art. Well, shall we say a good enough
art historian as opposed to a bad enough art historian. Parce qu'il faut vraiment... Et j'écris un texte sur Barthes à ce moment, et le fait que son processus d'écrire était péristaltique. C'était absolument lié avec ses repas. Je sais que quand on travaille dur dans les archives, au moment de doctorat, on attend les... Donc je pense que cette question de... Je pense que peut-être incorporation et dépassement, même évidemment pour Shchepoknikov, se dépasser, c'était la chose la plus principale par rapport au art comme Memento Mori, le titre qu'elle a utilisé explicitement même, et le souvenir de noces aussi tellement émouvant. Donc je pense que peut-être cette idée de pas simplement incorporation et excretion ou eviction, mais incorporation et dépassement sont étroitement liés, et merci de nous avoir donné cette conjonction. Oui, merci Clara, parce que moi j'abonde vraiment, je vais dans le même sens. Je crois qu'il y a, on va dire, à épouser ces œuvres, à y travailler, s'y plonger, et puis aussi s'abreuver, quand on le peut, de témoignages, puisque je t'ai cité avec Piotr Stanislavski, mais ça a été aussi le cas cet été aussi. J'ai eu l'opportunité aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui avaient connu Alina, et donc là je rejoins et je vais tout à fait dans le sens de Valentin. C'est vrai que Alina Shaposhnikov avait ce désir, elle avait une très très grande pudeur par rapport à son vécu, par rapport à ses drames au pluriel, et en même temps elle savait en rire avec certaines personnes, voilà, proches. Mais je pense que ce phénomène aussi d'osmose, et d'ailleurs, si on avait eu plus de temps, moi j'aurais aussi été intéressée pour faire une incursion du côté aussi de comment le corps est aussi un laboratoire chez Alina Shaposhnikov, avec ses photosculptures, puisque la bouche, on en a parlé, la bouche est aussi génératrice de sculptures qu'elle va malaxer avec aussi, on les a vues hier, je ne les ai pas remontrées, et ce que j'aurais aussi aimé montrer, mais là on les a vues également, c'est comment elle endosse ses propres sculptures, et de la même manière aussi chez Louise Bourgeois. Et il y a peut-être, alors c'est, on va dire un terme qui n'était pas d'actualité à cette époque-là, mais quelque chose aussi de l'acte de l'activation. Voilà. D'ailleurs, Louise Bourgeois aussi, on peut faire aussi référence à cette performance. Donc c'est quelque chose aussi qui fait partie de ce processus, et voilà, en tout cas je ne peux que être d'accord. Et oui, peut-être petit détail également, et là je remercie Valentin Glaise de m'avoir aussi livré une lettre et traduite amicalement par, non c'est pas une lettre, pardon, un article d'Alina Shaposhnikov de 1955, amicalement traduit par Elena Tchouta, où il est fait allusion aussi l'article faire des œuvres, faire des sculptures, en fait, pour l'espace public, pour que l'on danse autour. Donc, peut-être aussi, il y a quelque chose à réfléchir, à méditer aussi sur comment activer ces œuvres, et peut-être en premier lieu, au premier abord, bien sûr, par rapport à soi-même, sa propre histoire, son rapport à soi et rapport aux autres et à l'environnement. Commencer à ouvrir aussi. Oui, je vous remercie beaucoup pour ces deux très brillantes et intéressantes interventions sur le traumatisme, sur le passé, la mémoire. Donc c'est une petite remarque, j'étais assez étonnée, c'est un petit peu à côté, j'en suis désolée, que personne n'ait fait la comparaison entre le moulage de Piotr et le moulage de Jerry Gorovoy, qui est exactement dans la même position hystérique. Le moulage dans Arch of Hysteria, dans la scène Arch of Hysteria, qui non seulement c'est une œuvre qui existe en cellule, mais qui existe aussi seulement le corps renversé sur un lit. Et rappeler que, pour Jerry, force de fils adoptif pour Louise, donc il y a la même relation amoureuse, affectueuse, et que Louise a également adopté un enfant. Donc elles ont ça en plus. Son premier enfant, Michel, était aussi un enfant adopté. Mais à chaque fois que je vois ce moulage de Piotr, ce que ça peut signifier pour elle, Louise dit exactement la même chose sur Thierry, sauf qu'elle lui coupe les bras et la tête.
Bien sûr, me concernant, j'ai été tentée de glisser cette œuvre, mais comme je ne voulais pas non plus, on parle de l'Arche d'Hystérie, pour lequel, voilà, et on ne peut ne pas manquer de faire le parallèle avec le corps christique de Piotr Stanislavski. Voilà. Mais comme mon intervention devait se limiter à 20 minutes, mais bien sûr, c'est très très juste, et c'était tentant, et c'est bien de le rappeler. Et je pense aussi que, évidemment, ça fait penser aux arches de l'hystérie et les photos dans les journaux surréalistes du 50 ans de surréalisme. Et en effet, quand on a parlé du chewing gum just now, il y avait les sculptures de dentifrice de Dali dans ma tête. Et évidemment, il y avait cette conjonction à l'époque de Dali et les bouches de métro de Guimard, de Art déco et la hystérie. Et peut-être, en dépit de ce que j'ai dit, pas de surréalisme, peut-être en effet cette conjonction très intéressante d'un ancien surréalisme au moment qu'on avait également le Art déco remis en valeur de Dali et le cinquantenaire de l'hystérie, qui est un surréalisme dans un certain sens conceptuel et arriériste, qui est très intéressant de mettre dans le panier avec le surréalisme des années 60. Merci. Rebonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très belles et parce qu'il y avait cette dimension à la fois très sensible et très touchante de ces deux artistes, et notamment ce que vous nous avez montré, Patricia, sur Anna Alprin. Et à la fois, au milieu de cette très grande sensibilité et d'un voyage de la psyché, on voyait apparaître aussi de la pensée psychanalytique. Vous avez beaucoup parlé, Sarah Wilson, de Mélanie Klein, et on sait que Bourgeois lisait Mélanie Klein. Je ne sais pas si Shapochnikov l'a lu, peut-être que oui. Et quand vous nous avez montré Anna Alprin, donc, vous avez rappelé que c'était inspiré de Fritz Perls, de l'inventeur de la Gestalt thérapie. Et j'ai le souvenir de Yoko Ono et John Lennon allant pratiquer le cri primal en Californie. Je crois que c'est le même... c'est du cri primal qu'on a vu, en fait. Hein. C'est la reviviscence de la vie, de la naissance, de la mort. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, et peut-être vous avez encore d'autres choses à dire là-dessus, c'est la manière dont la pensée innovante, révolutionnaire, psychanalytique de l'époque, hein, la toute dernière, Winnicott, Mélanie Klein, Perls, ça vient effectivement s'incorporer dans leur corps et ça participe à l'affinage, enfin au développement de leur sensibilité. Et aussi pour Anna Alprin, mais parce que ça l'a sauvée aussi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur la culture psychanalytique des artistes et leur sensibilité, mais pour moi, c'est vraiment essentiel dans notre procédé. Et je ne sais pas très bien quel est le rapport de Shapochnikov à ces questions. Alors peut-être sur cet aspect, pardon, je ne pourrais pas vraiment répondre, peut-être je laisserai d'autres personnes répondre. Par contre, sur le parallèle qui a été fait sur le cri primal, sur l'utilisation aussi bien du mot, du geste. Bon, on est aussi ici dans la salle des spécialistes de la performance, mais peut-être pointer effectivement que non seulement c'est une connexion très très juste, mais d'ailleurs pour preuve, donc quand Anna Alprin s'installe en Californie, elle va demander à son mari, Lawrence Alprin, qui est un architecte, de concevoir un espace de danse qui était complètement novateur à la fin des années 50. C'est un deck dance, donc c'est-à-dire dans la nature, dans leur maison. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu glisser la dernière image que j'avais mise de Alain Buffard et Anna Alprin, car c'est une personne très très solaire, une magnifique artiste, là dans cette image, au bord de la mer où ils font un dîner. Donc en fait, ce rapport à l'espace, au lieu, et cette écoute à l'environnement, elle est vraiment primordiale dans l'enseignement qu'elle va forger, quoi, cette approche de la danse. Et d'ailleurs, bon nombre d'artistes viendront lors des sessions d'été, John Cage, Merce Cunningham, etc. Voilà, nombre de performeurs. Donc, cette façon aussi de ce ressourcement, cette imprégnation à la fois de l'environnement,
mais aussi de toutes les ressources du corps, elle se retrouvait, voilà, on va dire, cristallisée dans ces recherches. Et puis bien sûr, on peut citer quelqu'un qui vient de disparaître et qui est une très 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 grande dame, c'est Yvonne Rainer aussi, par rapport à l'improvisation. Alors moi, peut-être en complément, en commentaire par rapport à la question psychanalytique, c'est vrai que moi j'aimais l'hypothèse que autant Louise Bourgeois est dans un rapport justement très psychanalytique, dans la narration aussi de sa propre biographie, autant Alina Shaposhnikov est plutôt dans le refus, enfin n'a pas réalisé elle-même de psychanalyse, et on voit bien qu'elle a une forme d'agentivité concernant le récit de sa propre biographie, mais qui n'est pas du tout dans l'analyse et dont elle va plutôt parler, incorporer effectivement à ses œuvres, mais qui n'ont pas nécessairement vocation à être explicitées. Donc je tâcherai peut-être sa démarche plus proche de l'antipsychiatrie, anti-psychanalyse, par opposition à une Louise Bourgeois qui serait plus effectivement dans une démarche psychanalytique elle-même. Si je peux me permettre de répondre à ta remarque, Hélène, sur cette problématique du témoignage chez Shaposhnikov, qui est absolument essentielle aussi. C'est ce que Anna Djevorka appelait l'ère du témoin, l'avènement du témoin. Je pense que chez Shaposhnikov, il y a surtout un refus de, pour citer un texte de Ruth Kluger très célèbre, un refus de témoigner en fait. Pardon, en tout cas, un refus de quoi ? d'être, un refus de témoigner, ou en tout cas un refus d'être assigné à cette identité de témoin plutôt qu'artiste en fait. Et donc, d'une certaine manière, il y a un refus aussi de la narration, de se placer, en tout cas, sa biographie dans une forme de narrativité. Et l'art est là pour parler en lui-même. Il y a un document dans les archives de Shaposhnikov qui est un peu étrange, qui est très fragmentaire, qui n'est pas extrêmement clair, mais qui doit être assez tardif. Je pense qu'elle est très malade, c'est vers la toute fin, vers les derniers mois de sa vie, où elle fait, c'est un brouillon de lettres, où elle parle, c'est un brouillon de lettres où elle s'adresse à quelqu'un à qui elle voudrait justement tout raconter. Elle lui dit prenez un enregistreur, prenez une espèce de magnétophone, etc. J'ai vécu telle et telle chose, etc. Et il y a, peut-être à la toute fin, en tout cas, chez Shaposhnikov, il y a cette volonté de narration, effectivement, mais aussi une fois qu'elle sait que, d'une certaine manière, que c'est trop tard. Pour rebondir là-dessus, elle est décédée trop tôt, en fait. Elle est décédée avant que les bouches se délient, justement. Les témoins qui sont très actifs aujourd'hui et qui le sont depuis une dizaine d'années n'ont pas parlé pendant des années. Et elle est morte bien avant cette libération de la parole, en fait. Je dirais qu'en effet, il y avait une énorme publication immédiatement après la guerre dont elle était témoin, qui sont dans les annexes du livre de Agneta Wiewowska, Déportation et génocide. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 ans après sa mort, l'exposition de Jacqueline Doriac que j'ai montrée, c'était le moment du Exit Project de Jochen Gertz, montré simultanément à la Musée de la Ville de Paris. Et ça précède, c'était à propos de l'écran de Dachau près de Munich, ça précède donc tous les témoignages déguisés de Christian Boltanski, qui est complètement déguisé. Et évidemment, on connaît l'amitié entre Boltanski et Perec, encore une fois, quelque chose très explicite, mais très déguisé. Et je pense que vous avez tout à fait raison, parce que les écoles freudiennes et lacaniennes à l'époque étaient tellement dures et obsédées avec leur concept qu'il n'y avait pas d'espace pour son intériorité, qu'elle a trouvé pas bizarrement, mais ça ne me surprend pas, dans ce milieu plus spirituel, chez le prêtre Joseph de l'église Palatin. Parce qu'il y avait un espace et une compréhension là, qu'elle n'a pas trouvé chez les écoles Siquepo et tout ça, ni les écoles féministes à l'époque. Everyone's exhausted, je pense. Oui, it's time to stop. Moi, je me permets une petite question ou une remarque, observation qui est peut-être décalée par rapport à
à des grandes questions, on va dire, plus globales. Parce que hier et aujourd'hui, on a vu à plusieurs reprises ce collage qui est fait avec la photo de petite Alina, qui a été découpée de la photo avec son père, superposée sur la photo du cadavre d'une personne, enfin d'une femme morte dans un camp de concentration. Et en fait, je n'ai jamais avant, je ne sais pas si j'ai déjà vu le collage. Évidemment, je connais la pièce dans la résine. Mais ça m'a frappé déjà hier et aujourd'hui encore une fois, que en fait, par la découpe du père de la photo, il y a un trou dans le ventre de la petite fille. On ne voit pas en fait par quoi il est rempli, parce que et je ne sais pas, je trouve que bon, on parle de la psychanalyse, on parle de trauma, de la maladie, donc peut-être une question, est-ce que ce collage a été interprété, est-ce que cette question de cet endroit, de ce collage a été étudiée? Je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il a fallu très, très tardivement, dans les années 80 ou 90, qu'on avait fait l'exposition ici en France, Les femmes oubliées de Buchenwald. Parce qu'en plus, tout le discours de l'Holocauste était, pas les premiers témoignages, mais tout le discours ensuite des années 70, 80, Lyotard, etc., c'était tous masculins. Et l'idée des femmes souffrantes et leurs témoignages, c'était très tard. Donc je pense que ce que vous avez dit est également très bouleversant et très pertinent. En tout cas, me concernant, j'ignore s'il y a eu des analyses autres, mais enfin, il est évident que c'est aussi à bon escient que moi j'ai employé le terme de béance, quoi. C'est-à-dire avec bien sûr une connotation d'horreur, quoi. Enfin, voilà. Il le fait aussi que ce trou, cette béance, se loge au niveau du ventre, voilà, avec aussi ce glissement qui s'opère. Ce père, elle va retrouver bien des années après sa mère, qu'elle pensait morte, décédée dans les camps. Par contre, son père, son frère seront morts dans les camps. Donc c'est vrai que cette image, il y a un glissement, il y a un vide, et à côté, il y a quelqu'un qui se substitue, un corps qui n'est pas celui du père, mais voilà. Oui. Risquer à peut-être une interprétation. Il a été évoqué l'éventualité qu'elle ait subi des violences médicales. Elle est infertile. Il y a un trou dans le ventre. C'est le corps d'une femme et non pas le corps d'un homme. Hein. Des cadavres, on aurait pu voir autre chose. Donc une forme de similarité entre la petite fille et ce cadavre. Et voilà. Et la petite fille est blessée. Donc il y a peut-être quelque chose.